Tendance première. Et c'est un film qui a éveillé notre attention, un documentaire dont je vous propose immédiatement le teaser. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes n'hésitent pas à tout quitter pour partir en quête de liberté, de nature et de réponse à leurs besoins. L'envie de fuir une société bâtie autour de l'argent et qui ne prend plus en compte notre avenir et celle des futures générations. L'envie de réapprendre à avoir une vie saine. L'envie de vivre autrement. Et cette envie de vivre autrement, elle a contaminé Delphine Casimir et Quentin Carbonel qui sont avec nous. Bonjour. Bonjour Véronique. Avec ce film Vivre autrement, Road to Alaska, c'est votre road trip à vous, lorsque vous avez décidé de partir, sac à dos, hein, comme on dit, à la rencontre de personnes inspirantes. Dans le nord, vous auriez pu aller dans les îles au soleil, mais non, vous avez choisi le nord, l'Alaska aussi. Région particulière, mais surtout région très sauvage. Et je me suis dit, ça a dû être l'un des grands objectifs de ce voyage, Delphine, c'était de retourner vers des endroits où la nature a encore et son sens et toutes ses prérogatives. C'est exactement ça. En fait, ces contrées sont tellement sauvages qu'elles nous bouleversent, en fait. Elles s'imposent à nous, que ce soit les montagnes, les fjords. C'est des endroits vraiment préserver des vastes étendues. Et moi, ça me bouleverse, parce qu'il y a un côté très vrai, très authentique, en fait, dans ces paysages-là. Et on l'a entendu dans le teasing de ce film, il y a cette envie d'aller voir autre chose, parce que pas satisfait de ce qu'on avait ici. Ça résume finalement ce que vous viviez à l'époque ? Tout à fait. En fait, à l'époque, donc ça remonte à il y a déjà 3 ans, on s'est trouvés avec Quentin et on ressentait un peu la même chose, donc ça tombait bien, on a pu avoir ce projet ensemble. C'est de se dire, ben voilà, ça fait presque 10 ans qu'on travaille, Quentin dans l'audiovisuel, moi dans le marketing, la communication. Et en fait, les années s'enchaînaient et se ressemblaient, en fait. Et on se disait, tiens, ce rythme effréné, métro, boulot, dodo, bon, c'est pas ça, on aimait bien nos métiers, mais on avait envie de voir ce que la vie pouvait nous offrir de plus. Pourtant, l'audiovisuel, c'est sympa, Quentin. Alors, c'est vraiment très chouette, mais j'avoue que j'ai travaillé dans le divertissement pendant 10 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais envie de faire quelque chose qui avait aussi du sens et aussi de sortir de mon bureau. Et donc, voilà, mon rêve, c'était vraiment de faire un documentaire aussi. Et donc, on voulait vraiment trouver un projet concret aussi à ce voyage, ne pas partir seulement un an en tant que touriste et suivre le guide, aller voir les parcs nationaux. On voulait vraiment trouver un grand projet. Et donc, ce projet permettait de donner du sens à nos boulots respectifs aussi et de faire pour une fois quelque chose qu'on a vraiment choisi et en plus de le partager aux personnes autour de nous. Donc c'était ça l'importance aussi. Vous êtes tombé d'accord assez vite sur la destination, l'Alaska ? Oui, alors en fait, à l'époque, je comptais partir au Canada. Donc j'avais déjà un working holiday, donc un péri-vacances-travail en poche. Et quand j'ai rencontré Delphine, je lui ai proposé de partir avec moi. Et elle m'a dit, écoute, moi le Canada, ça me fait rêver. Maintenant, si tu veux vraiment m'avoir dans ton voyage, tu m'emmènes en Alaska. Et là, je quitte tout, je quitte mon boulot et je te suis. Et c'est vrai que son rêve, finalement, de toucher l'Alaska, de le voir, est devenu le mien. Et donc voilà, on est parti comme ça. C'est beau l'amour. D'où le titre du film. Oui, on a eu beaucoup de chance, je dois dire. De vous rencontrer sur vos aspirations, au bon moment. C'est un excellent timing pour votre rencontre et les projets que vous avez mis en place. Est-ce qu'il y avait déjà dans cette idée aussi le besoin de rencontrer des gens ? Et est-ce que vous aviez une espèce de planning comme ça, ou vous êtes parti totalement à l'aventure ? Alors il y avait une envie, oui, de rencontrer des gens qui allaient nous inspirer et nous amener vers cette transition de vie, parce qu'on avait envie de vivre autrement, d'apprendre à faire des choses de nos mains, parce que nous on faisait un métier, on était toute la journée devant des écrans d'ordinateur, et pour tout vous dire, Véronique, on avait un peu de main gauche. Voilà, et donc on avait envie d'apprendre le travail de la terre, le travail du bois, comment travailler dans des fermes. Donc oui, il fallait aller rencontrer ces gens qui allait nous amener vers ce chemin, vers cette transition de vie. Par contre, rien n'était programmé à l'avance, mais rien du tout. On ne savait pas qui on allait rencontrer, on ne savait pas où ni comment.
Et ce besoin de faire des choses avec d'autres personnes, qui n'étaient donc pas hyper planifiées non plus, alors qu'il existe des circuits, finalement, aujourd'hui, que ce soit en woofing ou autre. Vous vous êtes dit non, totale liberté, on se lance et puis on verra. Alors c'est justement, c'est justement du woofing qu'on a fait. Donc on a trouvé, c'est vrai qu'on a cherché comment on pouvait rencontrer ces personnes, comment on pouvait vivre chez eux durant quelques semaines. Donc vraiment s'attacher à ces personnes et vraiment vivre 24 heures avec eux. Donc travailler, manger, donc vraiment vivre avec eux. Et donc voilà, donc on a cherché des organisations qui nous permettaient de le faire, et donc on a trouvé des sites comme Workaway, comme Woofing, qui nous permettaient donc d'intégrer ces familles, de les aider dans leurs projets en échange du logis et du couvert. Et donc c'est via ces organisations qu'on est parti. Après, quand on est parti, on avait pris aucun contact, donc on avait juste notre billet d'avion pour Vancouver, et c'est vraiment sur la route, donc en quittant, parce que voilà, on arrive à Vancouver, mais notre but c'était vraiment d'échapper à la ville et de partir découvrir cette nature magnifique au Canada. Ouais. Et donc c'est vraiment sur la route directement en quittant Vancouver qu'on a commencé à prendre contact avec ces personnes, et c'est ça finalement qui a guidé notre voyage. On n'a pas fait des lignes droites, on a fait un peu des zigzags vers les personnes qui nous inspiraient. J'imagine qu'on vous conseillait aussi, ou qu'on vous disait à tel endroit il y a telle personne qui peut être sympa. C'est arrivé. C'est arrivé aussi. Oui, c'est arrivé très rapidement en fait. C'était notre premier woofing au Canada qui était assez particulier parce qu'on a complètement changé de mode de vie, et très rapidement ils nous ont dit votre projet, moi je connais quelqu'un qui est vraiment très atypique, très inspirant, il faut que vous allez le rencontrer. Et en fait c'est le personnage pour nous du documentaire qui fait en général un peu sensation parce qu'il est très particulier. On va reparler des rencontres que vous avez faites dans un instant, mais quand vous parliez de vouloir vivre autrement, est-ce que vous aviez déjà une idée de ce qu'il fallait changer dans votre vie, ou est-ce que vous vous êtes dit, c'est un peu nébuleux, comme chez beaucoup de personnes qui ont des envies de vivre autrement, de changer des choses et qui ne savent pas toujours très bien comment s'y prendre? Alors c'est sûr que déjà, de base, on sentait qu'on avait besoin de vivre plus en harmonie avec la nature. Oui. C'est quelque chose qui nous manquait. On avait l'impression, un peu comme dit Pierre Rabhi, d'être en permanence dans une boîte, c'est-à-dire de travailler dans nos bureaux, puis d'être chez soi, et puis dans nos voitures, et finalement de parfois sortir le week-end, et puis d'avoir nos 20 jours de congé par an, et du coup d'aller explorer un peu cette nature. Mais c'était des choses, on se dit, mais enfin, ça a l'air quand même d'être les choses les plus essentielles dans la vie, et finalement, on n'y passe que peu de temps. Et donc voilà, il y avait ça, et puis le fait d'avoir, comme dit Delphine, d'avoir envie de pouvoir faire quelque chose de ses deux mains. Donc c'est vrai qu'on est dans une société où on nous apporte beaucoup de choses, on ne sait pas non plus si elles sont bonnes ou pas. On nous dit maintenant qu'il faut plus aller dans le supermarché, qu'il faut aller chercher dans les fermes et tout ça. Donc on nous dit cultivez vos légumes vous-même dans le jardin, vous allez voir, vous allez être en bien meilleure santé. Et donc toutes ces choses-là, on s'est dit mais on ne sait pas les faire. Et si on continue finalement à travailler comme ça jusqu'à notre pension, finalement on n'aura plus que notre retraite pour pouvoir faire réellement ce dont on a envie de faire. Et donc c'était aussi cette optique-là, c'était d'aller vers des personnes inspirantes. Donc évidemment, c'est beaucoup des fermiers chez qui on a été, des cow-boys, des éleveurs de chiens de traîneau. Donc on était déjà à la base attirés par ce côté nature, animaux. Donc voilà. Vous êtes partis combien de temps en tout? 1 an. 1 an. Ça s'est bien passé entre vous? Incroyablement bien. Alors, on a eu des petites mésaventures, mais vraiment rien de dramatique. On a peut-être une petite anecdote à raconter à la frontière de l'Alaska où, on a cru qu'on ne passerait jamais. Parce qu'on a eu cette naïveté, qu'on nous a posé la question. Qu'est-ce que vous allez faire en Alaska? On a dit. C'est les Américains qui vous ont posé ça. Oui, c'est les Américains. Et on a dit, avec un sourire jusqu'aux oreilles, on va faire du woofing dans votre merveilleux pays. Et il nous dit, écoutez, ça ne va pas être possible. Garez-vous là, rentrez, on va discuter. Et moi, encore un peu naïvement, je me suis presque dit, on va boire le café ensemble, ça va aller. Mais pas du tout. Ils ont fouillé la voiture, on a été priés de s'asseoir, de ne pas quitter le poste. Ouais. Et là, en fait, on n'a même pas pu discuter. Ils ont essayé d'annuler notre ESTA, notre visa américain. Et donc moi, j'allais fêter mes 30 ans. L'Alaska, c'était le rêve ultime. Je me dis, c'est pas possible, il y a tout qui s'effondre.
Et puis au bout de 3 heures même pas négociation parce qu'on n'a pas pu parler, il n'arrivait pas en fait à annuler notre visa. Et la boss est arrivée en pyjama parce que c'était pas son shift et elle a accepté de nous parler. Et donc là, on a eu un échange. Moi, j'étais en pleurs, je savais plus comment je m'appelais, je savais plus rien. Donc c'est un peu Quentin qui a pris les rênes de la situation. D'ailleurs, je le remercie. Et finalement, on a réussi à rentrer. Et cette anecdote, pourquoi ? C'est de montrer que c'est pas ce qu'il y a de plus grave dans la vie, mais qu'il faut jamais baisser les bras, faut jamais cesser d'y croire, et que le rêve, quand il est à portée de main, il faut pas lui tourner le dos. Moi, je dis qu'une boss qui arrive en pyjama au bureau, c'est déjà quasi gagné. Oui, il y a un truc chez elle qui fait que ça montre la personnalité. Mais c'est vrai que ça montre les limites aussi aujourd'hui, même de ce genre de voyage, et parfois l'incompréhension. Maintenant, on sait, enfin vous le savez aussi maintenant parce que vous l'avez vécu, mais les douanes américaines sont extrêmement pointilleuses. Il vaut mieux dire, je vais rencontrer mon cousin qui habite là, et puis tant pis, vous faites autre chose une fois que vous êtes dedans. Tout simplement faire du tourisme. Voilà, ça ils adorent comme réponse de tourisme. Mais donc c'est la seule petite mésaventure qu'on a eue. Un petit pneu crevé aussi durant le voyage, mais sinon ça a été la plus belle année de notre vie, je crois. Bien sûr. On va revenir sur ces rencontres inspirantes, les personnalités de Padma, de Heather et John Baker. On découvrira aussi Heather Scriles, Ralph et Norma Mills et plein d'autres encore qui vous ont donné à chaque fois des éléments qui ont comme point commun véritablement de rechercher du sens, de la simplicité et tout simplement vivre aussi en accord avec soi-même et avec la nature qui nous entoure. Ce sera juste après Jean-Louis Aubert. 10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. Delphine Casimir et Quentin Carbonel sont avec nous pour nous parler de ce Vivre autrement, Road to Alaska, ce voyage d'un an à travers des contrées sauvages et surtout des rencontres de personnages bouleversants, intéressants, enrichissants, improbables aussi, parfois, il faut bien le dire quand même. Ils sont fermiers, herboristes, cow-boys, éleveurs de chiens, de traîneaux, bouddhistes. Toutes ces rencontres improbables vont donner un sens à ce voyage, montrer qu'il est possible de vivre autrement et de réaliser ses rêves, comme l'a fait d'ailleurs Maxime. Waouh! Première balade pour toi? Oui, toute première. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être pêcheur? J'ai eu l'occasion d'expérimenter toutes sortes de choses. J'ai fait de la restauration. Principalement, j'ai fait de la restauration haut de gamme. J'ai fait des formations de sommellerie, j'ai été maître d'hôtel. J'ai aussi évolué dans le monde des médias, du commerce électronique un peu. J'ai été heureux. Les choix que je les ai faits, je me suis amusé. Mais j'ai l'impression d'avoir fait une vie un peu en attente, faut pas dire superficielle pour pas faire de peine à personne, mais je pense que j'étais un petit peu zombie, où on travaille, on fait des sous, on consomme, mais dans tout ça, il n'y a pas nécessairement un sens, où on a toujours l'impression de faire quelque chose pour les autres, et pas nécessairement pour soi. D'abord, pour être capable d'être pertinent pour les autres après. Fait que pendant un temps, je pourrais dire que j'ai eu l'impression que j'ai perdu les 40 premières années de ma vie, mais d'une certaine façon, ça m'a aussi formé à être ce que je suis et ce que je fais aujourd'hui. Et Maxime, aujourd'hui, il est heureux, visiblement. Il est devenu musher, il s'occupe de chiens de traîneau. C'est devenu sa vie, sa passion. Et il n'imagine pas réaliser autrement et redonner autrement du sens à sa vie que par son activité d'aujourd'hui, qui lui ont appris énormément de choses. Maxime, alors, j'ai pris Maxime aussi parce que c'est le seul qui parle français. Les autres, ils sont anglophones. Et qu'en radio, ça passe pas très bien. Mais Maxime est aussi résume très bien ces personnalités que vous avez rencontrées, parce qu'elles sont nombreuses finalement à vous dire il faut de la simplicité, il faut retrouver du sens si tu fais des choses comme ça. Pourquoi le fais-tu? Est-ce que ça te rend heureux ou pas? Qui vous questionne aussi. Tout à fait. En fait, je pense que le fil rouge de toutes ces rencontres, c'est on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Et c'est vraiment c'est ça qui nous a marqué, qui nous a bouleversés, c'est que toutes ces personnes ont choisi un chemin de vie qui leur est propre, qui a été après c'est pas facile, c'est ça qu'on veut dire aussi dans le documentaire, c'est que pour arriver à un tel changement de vie, arriver à cet épanouissement, ça demande des années
et des années, je veux dire, de travail acharné. Il y a des doutes, il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, il y a des moments où on croit qu'on va jamais y arriver, mais ils sont l'exemple même que c'est possible. On voit aussi des personnes, par exemple, qui disent « mais moi, je ne paye pas de taxes au gouvernement parce qu'en réalité, tout ce que je consomme vient de la terre et je le produis moi-même. » Et il y a ce côté aussi très vent de liberté dans ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, en Islande, pardon. Donc, dans l'affaire où on a été, parce qu'on a fait un test d'abord en Islande avant de partir. C'est vrai qu'on est arrivé dans une ferme où finalement l'eau du robinet coule de la montagne et où ils arrivent à produire leur propre électricité. Oui. Donc, c'est assez incroyable. Donc, même le gouvernement les paye pour avoir le restant d'électricité. Donc, c'est assez incroyable. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont nous dire, bon, ben voilà, ils vivent dans des contrées qui sont si propices à ce genre de démarche. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a de l'effort derrière. Ils ont mis les choses en place pour ça. Et même Maxime, dont vous parlez, vit sans électricité et sans eau. Donc voilà, c'est tout à fait un autre mode de vie. On va chercher l'eau à la source. Ben voilà, au lieu de prendre des douches, on se nettoie avec une bassine d'eau le matin. Et c'est toutes des choses aussi qui nous ramènent à l'essentiel, où on se dit souvent qu'on a tout à portée de main. Et surtout, notre génération... on a vécu beaucoup dans l'instantané, dans l'immédiat, où on a perdu un peu les efforts qu'on doit faire pour avoir toutes ces valeurs. Et donc voilà, c'est important de voir que finalement on peut vivre avec pas grand-chose, avec l'essentiel, et que finalement on a tellement de choses qui sont futiles autour de nous. Et voilà, ça nous ramène aux vraies valeurs. Et c'est ça aussi qu'on a beaucoup appris avec ces personnages. Vous êtes caméra au point pendant tout le trajet. Ça donne des images fantastiques où on voit que on sent l'émerveillement de votre façon de tourner que vous avez pour certains endroits. Le simple fait de découvrir de l'eau pure, transparente, et vous rendez ça très bien à l'image aussi. Et ça vous a donné, j'imagine, un matériel image et interview assez incroyable. Alors, étonnamment, on est parti avec pas grand-chose. Oui. Donc, on est vraiment parti avec 0 budget, vu qu'on a vraiment décidé de faire ce documentaire quelques semaines avant de partir, et on n'avait pas vraiment le budget pour ça, et on s'est dit on va essayer. Et donc voilà, donc on a tourné les images en voyage avec l'appareil photo de Delphine, qui est un appareil semi-professionnel. On nous a donné un micro et on avait un pied, donc on est juste parti avec ça. Après, c'est sûr qu'on part filmer dans des contrées pareilles, mais ça fait toujours des images magnifiques. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on n'avait pas préparé grand-chose. Et puis c'est vrai que c'était une première pour nous. Moi, j'ai un peu travaillé dans une télévision du tourisme avant, donc je connaissais un peu tout ce qui était reportage. Mais après, c'est très difficile de s'extasier en voyage et en même temps de filmer, car finalement, voir par ses yeux et dans l'objectif, c'est complètement une chose différente. Donc il fallait aussi placer... il fallait faire attention aussi à profiter du voyage. Oui, c'est ça. On s'arrête pas de laisser. Oh, regarde, c'est beau, je suis filmé. Non, c'est... Donc c'était pas évident. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. Et puis donc voilà, durant nos heures libres, parce qu'en même temps on faisait du woofing, donc il fallait quand même aider les personnes dans leurs projets. Et donc en dehors du travail, après durant nos temps libres, on allait capturer ces moments aussi chez les gens. Et puis alors, étonnamment, et ce qui a fait la force de nos documentaires aussi, c'est qu'on faisait souvent leur interview à la fin du séjour passé chez eux. Ah, ils vous connaissaient. Et du coup, ils nous connaissaient, et du coup, vous avez l'impression d'avoir des amis en face d'eux, et du coup, c'est ça aussi qui fait la force, qui nous donne aussi de l'émotion dans nos capsules. Puis ils vous ont vu travailler, donc voilà. Vu votre implication, vous voit un tout petit peu travailler. Mais ce film aujourd'hui qui existe, qui est monté et diffusé dans des centres communautaires, centres culturels et autres, il y a différentes dates qui vous sont proposées. Si vous n'avez pas le temps de noter tout ça, allez voir sur le site blog vivreautrement.wixsite.com. Sinon, vous faites une petite recherche sur Internet, tout simplement. Vivre autrement, Road to Alaska, et vous allez tomber directement aussi sur ce site blog sur lequel sont repris les dates. Il existe aussi une page Facebook.
dont je n'ai plus l'adresse en mémoire. Go Explore 2016. Go Explore 2016. Les prochaines diffusions, c'est mercredi à Ouderghem au Relais Forestier et au Centre communautaire du Chant d'Oiseaux à Woluwe-Saint-Pierre le jeudi. Il y aura d'autres projections comme celle du Cinéma Aventure le 29 mai à Bruxelles. Et puis vous allez à Liège, vous irez également à Tournai, je le disais, au festival Partir Autrement à Paris, où vous y serez au mois de juin. Trac également à Bruxelles le 21 septembre. Donc il y a plein de dates et d'autres à mon avis qui vont se rajouter. Et vous avez été invité par des festivals. Oui, alors on sera à l'ACEMO le 13 et le 14 juillet. Donc on fait une conférence le 13 et puis le film sera projeté le lendemain. Et puis un festival qui nous tiennent tous à cœur, mais il y a le festival Maintenant, qui est le festival des initiatives de transition citoyenne, dont l'inauguration sera le 13 septembre à la ferme du Biérot. Et puis peut-être dernière date, le 27 septembre à Columban, le centre culturel de Wavre. Il y aura bien d'autres dates donc, qui vont encore se rajouter, je pense, et l'occasion de montrer. Je voulais quand même qu'on termine en disant un mot sur le retour. Parce que quand on part un an comme ça, on vit plein de trucs, on rencontre plein de personnes et tout. Le retour, en général, c'est un peu compliqué, non ? Oui, on vous le cache pas. C'était pas la période la plus facile. On revient effectivement avec plein de questions. Et puis on se dit, voilà, ça a été un an, c'était une vraie leçon de vie. Mais alors, si on n'en fait rien, si on met pas en application tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, ça ne sert à rien. Alors, entre le voir, le vivre et l'appliquer, c'est encore tout à fait différent. Donc voilà, on essaye comme on peut. Voilà, Quentin a fait une reconversion professionnelle à 360 degrés, puisque maintenant il fait une formation en menuiserie. Voilà, moi je travaille dans un refuge pour animaux blessés. On a un petit potager, on essaye de réduire nos déchets, notre empreinte carbone quand on voyage. Voilà, c'est plein de petites démarches. Et puis pourquoi pas un autre projet, qui sait, dans les mois à venir. Reconversion compliquée, Quentin ? Oui et non, c'est sûr que c'est pas évident de se reconvertir, mais voilà, je suis vraiment revenu avec l'optique de vraiment faire des choses que j'avais envie de faire. Je ne voulais plus... Enfin voilà, j'avais envie de réaliser mes rêves. Donc je me suis dit, maintenant je me donne une période de ma vie où j'apprends des choses, où je fais des choses. La menuiserie, j'avais jamais fait de la musique avant, je fais de la musique. Donc voilà, c'est vraiment retirer les valeurs, les choses qu'on a apprises de tous ces personnages durant nos voyages. Et puis aussi, par-dessus tout, on a envie de continuer aussi à partager les rêves des gens et montrer que c'est possible avec du courage, de pas avoir peur de l'inconnu. Et voilà, avec de la patience et de la force, on peut arriver à de grandes choses. Et je pense que c'est hyper important, non seulement d'aller manifester et de dire au pouvoir politique qu'on veut du changement, mais je pense que du changement, il y en a des milliers, des millions de personnes dans le monde qui nous le montrent actuellement. Et chez nous en Belgique aussi, on pourrait très bien faire un documentaire pareil en Belgique. Et je pense que c'est vraiment ce genre de personnes qu'il faut suivre comme exemple. Donc on a envie, c'est important de le partager, comme vous le faites si bien aussi dans nous, à toute petite échelle. Mais c'est un plaisir aussi. Je vous rappelle donc que vous pouvez voir ce documentaire la plupart du temps en présence des réalisateurs. Donc vous aurez l'occasion de découvrir et de rencontrer Delphine et Quentin. Merci à tous les deux d'être venus dans notre émission. Je rappelle que c'est Vivre Autrement, Road to Alaska, pour découvrir ces paysages fantastiques, mais aussi ces personnalités inspirantes. Vous avez raison, on les rencontre aussi chez nous. Et c'est un plaisir de leur donner la parole dans cette émission. Nous,